Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, il n'existe pas de relation plus fondatrice que celle entre un parent et un enfant. Et pourtant, aucune n'est totalement simple. Du nourrisson dépendant à l'adolescent contestataire jusqu'au jeune adulte en quête d'autonomie, la relation évolue, elle se tend, quelquefois elle renaît. Les mots reviennent souvent, rejet, manque d'attention, manque de reconnaissance, mais que recouvre-t-il vraiment? L'attention est-elle indue? La reconnaissance est-elle une dette affective ou bien n'est-ce pas ça construit? La psychologie parle d'attachement, la psychanalyse évoque le désir, la séparation, la filiation symbolique. La thérapie observe les blessures invisibles et parfois transmises sans intention, entre un amour inconditionnel et une exigence d'autonomie, entre protection et émancipation, la relation parent-enfant aussi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accuser ni d'absoudre, nous allons parler simplement de 10h à midi. Et ceux qui veulent témoigner, partager des avis, poser des questions, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Ritel Moubaraki qui est psychologue et nous nous intéressons ce matin à ce qui se noue dans la psyché de l'enfant, dans la psyché des parents qui sont bien entendu tout plein de bonnes intentions à l'égard de ceux dont ils prennent soin, c'est-à-dire dès le berceau jusqu'à très tardivement, des fois jusqu'à très tard dans la vie. Alors c'est une relation qui est pleine de remous, qui est quelquefois délicate, dans laquelle se nouent beaucoup d'aspects. Alors j'ai le souvenir avec une intervenante dans notre émission qui est également psychologue gestaltiste, entre guillemets, qui nous disait que il y a beaucoup de choses qui se nouent dès le jeune âge, c'est-à-dire entre 0 et 2 ans. Alors entre 0 et 2 ans, entre 2 ans et 6 ans, entre 6 ans et 12 ans, et puis l'adolescence, et puis l'âge adulte. Alors il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait éclairer, et nous restons bien sûr ouverts à l'échange, Ritel Moubaraki. Alors si on fallait commencer de façon un peu chronologique, parce qu'il faut bien donner un fil conducteur à notre émission, qu'est-ce qui se joue du point de vue de la psychologie dès la naissance? Alors, dès la naissance, moi aussi, j'aurais une partition en fait à donner en matière de mois. Donc, on peut retenir 18, 24, puis 4 comme chiffre. Donc, les 18 mois, les 24 mois et les 4 ans. Et en fait, on assiste à des périodes de vie qui sont différentes. Avant 18 mois, on est dans quelque chose d'assez fusionnel avec ses parents, avec une conscience de soi détachée qui n'est pas très présente. À partir de 24 mois, l'enfant... 2 ans, oui. Oui, absolument. À partir de 2 ans, l'enfant se trouve dans une situation où il commence à comprendre qu'il est une personne différente de ses parents. Et à partir de 2 à 4 ans, ce qu'on appelle le terrible two, c'est vraiment la période où l'enfant devient intolérant à la frustration et qu'il marque de plus en plus sa personnalité et ses aspirations. Ah oui, c'est le moment où il faut quelqu'un de suffisamment détaché pour lui signifier que le non n'est pas le oui et que il s'agit d'accepter que le monde ne s'ajuste pas à ses désirs. Exactement. Et ce détachement émotionnel, Oui. c'est quelque chose qui se travaille. Il s'agit quand même de rester connecté émotionnellement à son enfant, bien sûr, Oui. mais d'avoir dans une certaine mesure effectivement un détachement pour pouvoir travailler sur son style On parental. dit spontanément ou peut-être naturellement que celui qui endosse cette casquette, qui n'est pas nécessairement la plus agréable, c'est le père. Alors, parfois oui et parfois non, ça dépend vraiment des Ça dépend familles et toujours. des cultures, mais ça dépend également des cultures familiales. C'est-à-dire qu'à C'est-à-dire l'intérieur d'un même pays, on peut avoir des styles parentaux différents avec des répartitions de rôles, exactement comme au cinéma, qui sont différentes en fonction des personnalités des parents. Oui, mais on se dit pas on joue un rôle. Les rôles nous habitent et puis on essaie de faire au mieux. Mais pas pour autant, non, disons, les rôles qu'on endosse d'une certaine façon, ils sont inspirés de ce qu'on a reçu de nos parents et de ce qu'ils ont eux reçu de leurs parents. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui passent sans qu'on ait nécessairement mis les concepts, mis la conscience dessus, mis les regards et ainsi de suite. Donc on endosse des rôles, Ritel Moubaraki. Exactement, on endosse des rôles et je suis assez d'accord avec toi pour dire que ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eue de la part de nos
nos parents. Mais à partir de cette éducation qu'on a eue dans notre enfance et dans notre adolescence, on va soit se construire en calque, soit se construire en opposition. Ah oui, Et mais c'est ce qui est la ce... même chose, parce que quand on rejette à partir d'une certaine base, celle qu'on a Exactement. reçue. Quand on est dans la continuité, c'est aussi toujours par rapport à ce qu'on a reçu, ce à quoi on a dû réagir. Exactement, mais ça crée des styles de personnalité parentale qui sont Oui. différents à partir du même dénominateur commun. Oui, bah, c'est pour ça Absolument. que des parents qui observent, qui ont un certain nombre d'enfants, bah, se disent ah bah, celui-ci a réagi de cette manière-là et l'autre de façon inverse entre guillemets. On se dit ah c'est que quelque part ce n'est pas tant par rapport à ce qu'on a donné, mais Alors c'est dans les faits ou plutôt dans les détails, c'est toujours par rapport à ce qu'on a donné ou ce qu'on a disons le cadre dans lequel on a fait baigner les enfants. c'est vrai, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à propos de la différence qu'il peut y avoir entre deux enfants. On se dit que finalement ils ont baigné dans Oui, le même, contexte. oui, dans le même contexte et ils ont des personnalités différentes. Alors, ça justifie par donc le style de personnalité de la personne, comment l'enfant va construire sa personnalité et ça se définit aussi parfois par rapport à des normes de genre qui sont véhiculées de manière très implicite dans les foyers. Oui, mais spontanément, partout, où qu'on soit sur Terre, bon, le père n'agit pas de la même façon vis-à-vis de sa fille que vis-à-vis de son garçon ou de son fils. Donc, et inversement, la mère de la même manière, Rita Mobaraki. Donc, il y a bien sûr des aspects culturels, mais il y a des aspects qui sont transversaux d'une certaine façon. Je pense que la base reste toujours culturelle, dans la mesure où il faut garder en tête que nos cerveaux sont constitués exactement de la même manière chez les garçons et chez Oui, les filles, mais disons qu'il y a un changement qui est dû à la plasticité cérébrale. absolument. Et cette Mais plasticité oui, cérébrale, elle est aiguisée par le oui. contexte social dans lequel on évolue. Toujours, toujours, et bien entendu, d'ailleurs, on ne porte pas les mêmes couleurs, on n'endosse pas les mêmes rôles, mais cela dit, ce qu'on peut aussi constater, c'est que le rapport au garçon, au fils, du père, de la part du père, est sensiblement différent que s'il a une fille. La relation, l'énergie même est différente, même si effectivement elle prend des atours différents selon les cultures. Mais je reviens d'un instant pour qu'on ne perde pas le fil. 18 mois, 24 mois et 4 ans, Ritel Mobaraki. Exactement. Et en fait, quand on parle de difficultés dans la relation parent-enfant, on pense souvent aux conflits quotidiens, on pense aux règles et aux limites. Et il y a des batailles du soir comme le coucher, les négociations sans fin autour des écrans et les devoirs qui tournent au cauchemar. Et tout ça, c'est ce qui crée effectivement des conflits à l'intérieur de la relation parent-enfant. Oui, À partir de l'âge scolaire notamment, il y a ce type de négociations qui peuvent se mettre en place. En même temps, à partir de 2 ans notamment, on peut se trouver devant des situations de négociation avec son enfant. Je donne un exemple très concret. oui. On Au début, est... on négocie pas. Il pleure et Oui, il lui faut téter. Il faut effectivement ses ressources. Ah, c'est exactement. après que, oui, Eh ben, c'est très très bien que tu dises ça parce qu'en fait, on peut entendre de la part de parents qu'un enfant fait des caprices. Mais tu as tout à fait raison, les caprices n'arrivent qu'à un certain âge. Et lorsque les bébés sont en bas âge, ils ne sont juste pas en mesure, ils n'ont pas les capacités neuronales ni cognitives de pouvoir faire un caprice. Et il s'agit bien de manifester un besoin physiologique, effectivement. Mais plus tard, dans l'enfance, les négociations donc, sont présentes. Et il y a différentes configurations qui peuvent entrer en ligne de compte dans la relation parent-enfant hmm, et la manière dont les parents vont s'ajuster face aux négociations oui. qui sont proposées par les enfants. Ah, il arrive un moment où il y a la frustration et la réponse à la frustration. Bon, ce qui arrive également dans notre émission, c'est la respiration musicale. Il est déjà 10h20. On a, disons, débuté notre conversation, mais bien entendu, tout le monde peut participer à l'émission. Si vous avez des avis ou des questions à nous soumettre, n'hésitez pas à nous joindre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin avec Ritel Mobaraki, qui est psychologue, et nous nous intéressons, je le disais, à la relation entre les enfants et leurs parents, entre les parents et leurs enfants. Ritel Mobaraki, alors c'est vrai que il y a beaucoup d'aspects qui influencent la personnalité, et par nécessité ou par construction, les parents se sentent responsables
de ce qui arrive, des limites, du cadre qu'ils imposent. Et de ce point de vue, ça a beaucoup de conséquences. Avant d'évoquer effectivement les nœuds qui peuvent, entre guillemets, s'installer dans la vie, et par nécessité ils s'installent, je reviens à cette chronologie. Alors, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on s'intéresse au corpus de la psychologie, les textes et ainsi de suite? Bon, quand on observe les différents stades de construction de l'enfant et peut-être les différents rôles et la responsabilité qu'endossent les parents dans cet itinéraire de vie auquel ils donnent leur impulsion première. Alors, effectivement, il y a différentes étapes et les conséquences, les influences des styles parentaux vont avoir des conséquences différentes. En fait, à partir du plus jeune âge jusqu'à 12 ans à peu près, les enfants se trouvent dans une situation où le cortex est complètement immature. Mm. Il y a une plasticité cérébrale qui est énorme. Et en fait, à cette période-là, dans cette immaturité cérébrale, c'est là que la plupart des apprentissages vont pouvoir se mettre en place et notamment les styles d'attachement vont pouvoir éclore. Ensuite, Les styles d'attachement, oui, en fait, peut-être. il y a des styles d'attachement différents avec des styles parentaux différents. Si tu veux, il va y avoir des styles qui vont être plus autoritaires, d'autres beaucoup plus permissifs. Et tout ça va avoir une influence sur la suite de la vie et notamment sur la suite à très court terme qui est l'adolescence. À l'adolescence, c'est la période où on commence à faire partie d'un groupe d'appartenance, où on a envie d'être reconnu parmi un groupe de l'école notamment. Enfin, la plupart du temps, c'est de l'école puisque c'est le lieu de socialisation privilégié pour les adolescents. Et à cette période-là, donc cette construction identitaire va être influencée par la manière dont les parents ont agi, mais pas seulement. Ça va être également influencé par les modèles auxquels on a accès au quotidien et notamment les réseaux sociaux. Non, mais ça, bien entendu, mais ça, c'est peut-être un tableau comme cela. Qui dresse très rapidement cet itinéraire-là. Mais avant d'arriver à l'adolescence, Ritel Moubaraki, quand on dit les styles parentaux, les styles de relations, les styles affectifs, qu'est-ce que ça recouvre précisément et peut-être qu'est-ce qu'on transmet sans pour autant y mettre, je vous le disais, du choix, parce qu'effectivement, les parents essaient de faire de leur mieux, et le cas échéant, lorsque ils accueillent la vie, ce qui se passe, c'est que dans leur façon d'être, on reprend toujours, d'une certaine manière, des choses qu'on a pu soi-même recevoir. C'est par rapport à ce qu'on a reçu qu'on établit cette relation-là. Donc, ce qu'on observe plus difficilement, c'est les conséquences que ça a sur ce chemin qu'on influence grandement en tant que parent. Alors, par rapport à ce qu'on transmet aux enfants, je réponds à la première des questions que tu as posées. Mhm. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être de l'impulsivité et ça peut être des résultats plutôt positifs. Oui. En fait, pour dresser un tableau, donc dans les différents styles parentaux, il y a le style parental autoritatif et qui est un style parental dans lequel les exigences sont élevées et la sensibilité est élevée. C'est la meilleure configuration possible pour les enfants. Il y en a 4, on s'accroche. Le troisième, le deuxième, pardon, c'est le style Alors, autoritaire. affection et autorité. Affection et autorité. Du côté du style parental autoritaire, on va avoir des exigences élevées, mais une sensibilité plutôt faible. Et là, ce qu'on va transmettre la plupart du temps, c'est de l'anxiété à ces enfants qui sont très très obéissants, mais qui sont anxieux vis-à-vis de la sentence punitive qui peut tomber. Oui, il s'assoit dans les premiers rangs, cela. Exactement. Ensuite, le troisième style parental, c'est le style parental permissif. Et lui, il est défini par une faible exigence et une haute sensibilité. Et là, on va avoir des enfants beaucoup plus impulsifs avec des difficultés d'autorégulation. Ce sont, si j'utilise ton analogie, les derniers de la classe. Ensuite, pour le dernier, c'est le style négligent. Et là, on va avoir des exigences faibles et une sensibilité faible. Ah oui, c'est l'enfant qui peut-être est arrivé sans pour autant qu'il le désire. Alors,
Ça peut être Oui. c'est un enfant Il est qui là, oui, mais qui est bon, là, mais qui est c'est présenté. probablement désiré, Oui. mais avec des parents qui sont négligents, un investissement parental minimum, Mm. peut-être dû à leur travail Oui, notamment. oui. Parfois le sixième de la portée. Alors il est 10h30, c'est l'heure des actualités. Karim Dronet nous a rejoint, on va lui céder la parole et surtout je vais lui céder ma place avant qu'on reprenne la suite de notre émission des experts qui se poursuit avant Ramadan jusqu'à midi. Et ceux qui ont des questions ou des avis, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous nous intéressons à la relation entre les enfants et leurs parents, les parents et leurs enfants. Et pour en parler, nous sommes avec une psychologue, Ritel Moubaraki. Effectivement, quand on est psychologue, c'est qu'il y a des nœuds, mais qu'on n'arrive pas à dénouer. Des difficultés qui surgissent, ou dans la scolarité, ou parfois très tôt dans l'enfance. On se dit on a un enfant agité, ou quelquefois... une forme de précaution, de soins qu'on essaie de donner et de recours qu'on a parfois à des professionnels dont le métier c'est d'éclairer le chemin. Alors qu'est-ce qui pousse les parents à se dire il y a quelque chose d'une certaine façon à fluidifier, à clarifier, à simplifier ou à dénouer, Ritel Moubaraki, quand on est praticien, effectivement, c'est souvent à la suite de difficultés dans les premières années de scolarité, un enfant qui n'accepte pas les règles à l'école, une professeur d'une certaine manière qui remonte des informations par rapport au comportement jugé problématique de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que des parents, effectivement, poussent leur inquiétude jusqu'à la nécessité de consulter un avis extérieur d'un professionnel? Alors, ce que tu évoques là, c'est les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte, Et il est vrai que l'école peut avoir... plus ou moins intenses ou faibles. Donc, Oui, oui, oui. Et ça. l'école a un rôle, bien sûr, mais les parents peuvent aussi remarquer certaines choses. Il y a des indicateurs qui suggèrent des difficultés qui dépassent le cadre normal et qui nécessitent une évaluation ou une aide de la part d'un professionnel. Et ces manifestations, ça peut être la violence physique, qui peut être d'ailleurs constatée par les parents à la maison, et qui peut, dans la constatation, peut être majorée effectivement par l'école, puisque les enfants peuvent ne pas avoir le même comportement à la maison et à l'école. Donc cette résonance que tu mets en avant est très importante. Ensuite, il y a les pensées suicidaires chez l'enfant ou l'adolescent. Là, on est vraiment dans un cas extrême. Mais dans Oui, la... je me souviens d'un parent qui nous avait appelé par rapport effectivement à l'isolement soudain d'un de ses fils à 13 ans. Et bon, on se dit, est-ce que c'est quelque chose de passager? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Donc il y a pas mal d'aspects qui peuvent... Tu as raison, l'isolement social est Oui, un vrai sujet et qui peut quasiment n'être observé qu'à l'école. Donc l'école a vraiment un rôle très très important à apporter dans le constat et dans les signaux d'alerte. mhm, Ensuite, il y a l'échec scolaire massif qui peut rentrer en ligne de compte. mm. Et en dernier, quelque chose qui touche nos besoins primaires. Et quand on voit que nos enfants n'arrivent plus à avoir recours à ces besoins primaires, à savoir le sommeil et une alimentation stable, ça peut être des signes d'alerte très importants. Alors ça, c'est par rapport au signe d'alerte. Qu'est-ce qui les fait surgir? Qu'est-ce qui fait que, bon, la vie prend un cours et quelquefois, les tournants ne sont pas les plus favorables parmi effectivement les comportements qu'on constate en tant que parent chez des enfants, effectivement, dont on est censé prendre soin. Alors, le soin, c'est parfois une volonté, une inquiétude, la difficulté des fois d'établir l'échange, la confiance. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit que à ce moment-là, les signaux sont suffisamment forts pour nécessiter le recours à un professionnel, Ritel Moubaraki? Alors c'est l'observation et la teneur du message qui peut être donné à l'école. Après, ce qui met en exergue ce genre de situation, qui est finalement ce qui est à l'origine Mm. du mal-être des enfants, les raisons sont vraiment diverses. En réalité, on peut aussi se concentrer sur les modèles parentaux au Maroc qui ont une particularité qui est la nôtre, Oui, à savoir un choc générationnel qui est accéléré, c'est-à-dire que le mode d'éducation est différent aujourd'hui et il y a une vraie différence entre ce que les parents ont eu en matière d'éducation et ce qu'ils transmettent aux enfants. c'est-à-dire. C'est-à-dire que les parents, ils ont été éduqués sur un modèle vertical,
avec une autorité forte, pour la grande majorité, hein, je généralise. Et les enfants, eux, ils grandissent sur un monde plus horizontal, c'est-à-dire qu'il y a l'influence des réseaux sociaux et la comparaison sociale qui est véhiculée par les réseaux sociaux et très très tôt, hein, je ne parle pas des adolescents, hein, dès l'enfance. Et il y a des modèles de liberté qui peuvent être plus présents chez les enfants. Et on n'est pas dans une crise de l'enfant, on est dans une crise du modèle éducatif. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le regard social. Et ça, c'est une particularité de nos pays, c'est-à-dire la réputation, agir comme ci ou comme ça peut être perçu comme un comportement vraiment chouma. Et dans beaucoup de familles marocaines, il y a une pression. Que vont dire les gens? Quand tu fais ça, ça me fait honte. Tu me dévalorises devant ma famille. Est-ce que tu fais ça a un impact sur moi, sur ton père et sur la manière dont on t'a élevé et Oui, dont l'environnement peut avoir un jugement. oui. Oui, oui, non, mais il est vrai. Les cousines ont telle note à l'école et qu'est-ce qui fait que tes performances sont ce qu'elles sont? Oui, bah, effectivement, c'est une part de la pression qui est transmise, des fois par les Exactement. parents. Et tu as raison de parler d'école parce que c'est quelque chose qui est très très présent, c'est-à-dire qu'au Maroc, il y a souvent la pression des notes, l'obsession du classement. Il y a aussi la peur de rater sa vie et la comparaison avec Wiltrelt, etc. Et donc ces comparaisons sont compliquées parce qu'en plus le modèle identitaire est stable, c'est-à-dire que c'est une personne qui a priori a les mêmes possibilités que toi dans la vie, c'est une personne qui a ton âge, donc l'identification est évidente et la comparaison elle est assez délétère. Et les conséquences chez l'enfant, c'est une anxiété de performance, de l'inhibition, et une pression à la réussite à l'école qui n'est pas nécessairement bonne pour l'enfant. Et toutes ces choses-là, ça met en relief le paradoxe marocain, à savoir on va avoir un enfant sage et un enfant autonome à la fois, ce qui est en réalité quasiment oxymorique. Ah oui. Et l'influence des 4 styles parentaux, ou plutôt 4 façons qu'on a oui, de transmettre ce cadre. Alors, si j'entends bien Rita Moubaraki, tu me disais en début d'émission qu'il en est de plus préférable que d'autres. Alors, selon quelle perspective et selon quel référentiel de valeur, Rita Moubaraki? Alors sur un référentiel de valeur qui est assez général, hein, c'est-à-dire que Mhm. finalement être en phase entre l'autorité ou en tout cas l'aspect directif qu'on peut avoir Mm. avec les enfants et la sensibilité qu'on a à avoir. Je pense qu'il est très important de garder en tête le sujet de la sensibilité parce que c'est ce qui permet d'avoir une communication plus qualitative avec les enfants, de les aider à identifier leurs émotions notamment, est une chose très très importante. Ensuite, il y a différentes manières d'agir selon les conflits qu'on va avoir avec les enfants. Oui, mais quand on entend, pardon, effectivement que euh, le modèle, beaucoup d'affection et une grande exigence, c'est peut-être le cadre le meilleur. Moi, ce que j'entends, c'est quelquefois, oui, dans la famille nucléaire, quelquefois, il y a une répartition des rôles. Alors, l'affection, c'est la maman et l'exigence, c'est le père. Bon, ça peut ne pas être le cas, ou ça peut être l'inverse en fonction des cas de figure. Mais cela dit, à grands traits, ce que j'entends, c'est que c'est le modèle qui offre le meilleur cadre. Pourquoi? Alors, c'est le modèle qui offre le meilleur cadre. Excuse-moi, mais tu viens de parler Hein. de famille nucléaire et je trouve ça très très important de le reprendre parce que finalement, Et la famille nucléaire, est-ce que c'est vraiment inférable chez nous, في المغرب de plus là en où plus. de plus en plus, mais il y a les grands-parents, il y a Ah, les tantes, il y a les cousins, justement tu l'évoquais, avec lesquels on peut avoir recours à de la comparaison. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la manière dont les enfants sont élevés. Parce que le grand-père, la grand-mère vont avoir un mot à dire sur l'éducation. Et au-delà de ça, oui, dans le choix du prénom aussi, hein. dans le choix du prénom, absolument. Oui. Ça commence par là, tu as complètement raison de le souligner. Mais aussi, lorsque les parents vont confier les enfants à leurs grands-parents, si tant est qu'ils habitent dans la même ville, on va avoir donc une influence des grands-parents, voire de la comparaison que les enfants, peut-être pour se venger d'avoir entendu leurs parents les comparer à leurs cousins, vont comparer en disant bah, chez les grands-parents, c'est plus cool, chez moi, il est là, j'ai le droit de manger des frites
alors qu'à la maison, j'ai pas le droit, et de mettre les parents en échec parfois par rapport à tout cela. Mais on se défend comme on peut. On se Oui, défend comme on on peut se dans la défend vie. comme on peut, avec nos moyens, exactement. Absolument. Bah oui, quand la comparaison est une arme pointée contre soi-même, des fois on retourne. On retourne effectivement, oui, les mêmes outils contre ceux qui le pointent vis-à-vis de soi. Et Mm. c'est ce qu'on peut observer dans la vie et dans ce cas particulier également. Alors, mais je reviens à l'instant. Alors, il y a parfois l'exigence sans l'affection sans l'exigence, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que l'exigence et l'affection, c'est considéré comme étant le meilleur lait qu'on puisse donner à ses enfants? Alors, c'est parce que c'est le meilleur équilibre, et d'ailleurs nos esprits humains ont souvent tendance à être binaires, hein. C'est pour ça, j'imagine que les modèles sont faits comme ça. Il y a le bon, le mauvais, le oui, le non, et en fait, avoir un modèle binaire comme celui que je viens de présenter permet, d'envisager un équilibre entre 2 choses. On arrive plus facilement, en tout cas de manière analogique, à imaginer un équilibre. Donc on évoquait la sensibilité, mais le sujet de l'autorité est important, parce que l'autorité en soi, moi je le vois pas pris au mot, mais je le vois comme offrir un cadre sécurisant, mais offrir un cadre. Et ce cadre, il n'est pas nécessairement punitif. C'est-à-dire que ce qui est le plus souvent encouragé, c'est plus les renforcements, où on renforce les comportements positifs de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne vient pas nécessairement punir de manière automatique les mauvais Mauvais, comportements, mais mais de dire, voilà, là, quand tu récompenser fais les ça, bons. tu agis bien. Ouais. Mm. Alors, on va méditer parce que ça renvoie à tout un chacun à ce qu'il a reçu de ses propres Oui, c'est parents. clair. Parfois, le temps de la respiration musicale est aussi un temps méditatif. On va se retrouver après effectivement cet instant-là. Et bien entendu, j'en joins ceux qui nous écoutent, qui voudraient prendre la parole, témoigner ou poser des questions, à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Rital Moubaraki, qui est psychologue, je le précise, et nous nous intéressons à la relation parent-enfant, enfant-parent, qui a plusieurs vies, qui a plusieurs rythmes, qui a également plusieurs manifestations en fonction effectivement des âges de la vie. Alors on braquait le regard sur les aspects qui pouvaient être problématiques, et aussi ce qui peut engendrer, entre guillemets, des comportements qui nécessitent qu'on s'y attarde. Alors il y avait des signaux qu'on évoquait il y a de cela quelques instants, Rital Moubaraki. Qu'est-ce qui les fait naître, certains des aspects qu'on relève plus souvent aujourd'hui qu'auparavant? On parle du trouble de l'attention, on parle parfois de comportements entre guillemets problématiques observés dans les écoles, parfois dès le jeune âge. Qu'est-ce qui fait que ils surgissent? Le parent se sent immédiatement responsable parce que effectivement c'est le legs le plus important dans les premières années, c'est le legs parental. Oui, c'est vrai. Et en fait, ces difficultés-là, elles ne tombent pas du ciel. Effectivement, elles résultent de quelque chose, et notamment donc des styles parentaux inadaptés, c'est-à-dire la manière caractéristique et stable dont les parents interagissent avec leur enfant, Mhm. et la manière dont ils exercent une forme d'autorité. Et certains parents adoptent un style trop autoritaire ou alors trop permissif, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure. Et ces extrêmes, ils créent un déséquilibre, ou en tout cas un manque de cohérence au regard des enfants. Mhm. Et ce qui est particulièrement vicieux, c'est ce qu'on nomme les cercles vicieux comportementaux, c'est-à-dire les séquences d'interactions qui se répètent et qui s'auto-entretiennent et qui s'aggravent progressivement. Par exemple, plus un enfant crie, plus l'enfant se braque. Et plus l'enfant se braque, plus les parents crient. Et donc on rentre dans une spirale dont il devient difficile de sortir. Ah oui, parce qu'il est limite au fait de hausser le niveau de décibels vis-à-vis de ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une limite à cela. Et s'il faut à chaque fois effectivement monter aux extrémités, ça devient la norme. Et quand ça devient la norme, ça perd entre guillemets oui, De son de efficacité. son effet, de son efficacité en effet. Oui, et c'est aux parents d'essayer d'adapter leur style parental, parce qu'effectivement, les enfants sont assez immatures émotionnellement pour pouvoir accéder à ce contrôle. Ensuite, il y a les attentes irréalistes, c'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas attendre d'un enfant de 2 ans D'être euh, bac.
qu'il et d'être au bac aussi, mais d'être par exemple assis au restaurant pendant 2 heures sans parler, sans avoir d'occupation et d'agir comme un adulte. Ça, c'est une attente complètement irréaliste. De l'autre côté, de la part des enfants, un adolescent, par exemple, ne peut pas attendre d'avoir une liberté totale sans aucun cadre donné par les parents ou par la société. Donc ces attentes irréalistes, elles peuvent créer les difficultés qu'on évoquait juste avant. Et enfin, il y a le stress familial. Alors ça, c'est quelque chose qui échappe beaucoup plus au contrôle des parents. Oui. Ce stress familial, ça va être l'ensemble des tensions qui sont liées au contexte de vie. Des tensions financières, des tensions conjugales, des tensions professionnelles. Et ces contextes socio-économiques, ils peuvent fragiliser les relations. Un parent épuisé par le travail aura moins de ressources émotionnelles pour gérer le conflit avec les enfants. Bien entendu, parce que toute son énergie va ailleurs, donc sa capacité d'attention diminue par nécessité, mais c'est vu aussi quelquefois comme un sacrifice pour les enfants qu'ils portent parfois très très longtemps dans la vie. Alors, ce qu'on évite aussi, c'est de déséquilibrer en étant en retard la programmation et le rythme de l'antenne. Il est 11h00, on l'avait annoncé tout à l'heure, Mourad Baba va nous présenter les actualités et on se retrouve pour la deuxième heure d'émission des experts ce matin. Et ceux qui ont des avis ou des questions, n'hésitez pas toujours, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et on nous appelle, Rital Moubaraki, c'est un auditeur qui est avec nous à l'antenne, il est 11h11. C'est toujours particulier. On vous entend, cher auditeur. Si vous êtes à notre écoute, bonjour à vous. Allô? Oui, bonjour, c'est Mustafa. Bonjour, c'est Badr. Ça va, vous allez bien? Ça va très 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 bien. On entend la bourrasque, le vent. Est-ce que vous êtes en route? En route, exactement. Ouais, Oui. je voulais pas rater. Je suis un fidèle de la radio. C'est ma radio préférée. Elle est toujours branchée sur... c'est une radio vraiment constructive. C'est Hadek Estefna chaque jour. Bah, merci beaucoup, Bon, Mustafa. je vous ai pas de défiance, c'est la réalité. Hein. Je fais le marketing. Non, mais ça nous donne la pêche. Quand je sur ce parle début des de amis, semaine. d'un coup de chaud. C'est le résumé des livres, des expériences, des experts vraiment de haut niveau. Et que ça veut dire حاجة تقرأ كتاب. Merci Vraiment. beaucoup, Merci, Mustafa. vous êtes adorable. Bonjour madame, bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Vous Ça allez va, vous bien? allez bien. Soyez prudents sur la route. Ça va, merci, wallah, merci beaucoup madame. Je m'excuse parce que j'avais un travail fait face au jour auteur à Mknez d'abord. J'attends des clients à le cabinet, ce qui fait, je profite de l'occasion. Le sujet, ça m'intéresse. Oui. Bon, pour ne pas vous retenir dans l'espace. Alors, on a un cas de mon enfant, le baccalauréat, d'accord? Oui. Alors, il était هو في الأول كان toujours enfermé, ما كيخرجش بزاف ديما في الشومبر ديالو بزاف واحد القسم. Un certain temps l'an dernier عام عنده الباكالوريا بدا تيخرج لا دي كونيسون دي زامي كنا طومبيون مزيان ما يبقاش هكا renfermé. Mais seulement عام عنده الباكالوريا il est très lié لواحد l'ami ديالو. هذاك l'ami عنده c'est un ami de divorce. Alors, ses parents, j'ai constaté, j'ai fait mon analyse, il est en train de se venger de soi-même et de ses parents. Oui. C'est quelqu'un qui est تمرد. Vous savez, il est intelligent, il est hyper intelligent, mais qui est خاص هو il influence, il a tout le temps, il a le téléphone, il n'arrête pas. ندير له les heures supplémentaires تيمشي لاخرتي à chaque centre تيوقع فيه مشاكل كيمشي الولد مزيان مازال حتى يميتريزا بمون فيس مي ستو هذا حيت نهضر معاه تعرف مع لاج مع تو يسو ريفولت لا انا حيت كنت جالس في الدار باغي حيت دابا خرجت تتقولوا لي على قلت له شوف il faut séparer entre ton ami et les études صاحبك ما نهضرش معاك tu choisir mais après les devoirs ديالك دير خدمتك دير لي بريباراسيون على chaque fois كنهضروا معاه. Alors d'abord entre temps sa maman quand ça fasse madame ديالي قالت لنا الولد بدا تيخرج شويه ولا il a fait une connaissance avec une fille ولا تيتعطلوا في الزنقه alors خفتي جر ولدي معاه شي مشكل هذا وسا مامون سي اون كادر في ليطاف في مينيستير لا جوستيس يعني عندها ان بوست ريسبكتي. المهم بقيت مع الباه هضرت مع ماما قالت لي ما تهضرش معاه دابا راني قلت له كل شيء وراه بقات يغبى قال له والله وقلت لبابا هذا الشيء اللي طرا راه ندير شي حاجه خايبه قالت لي سي با لابيد
Oui. Alors je pense à le problème. كنقول لا في ديال الاكسبير ديالنا تقول لي كومون سو كومبورتي بون هذا ان كان ديال دوزيام كما عرفتش سي جو بو سي ما في توجور ما في ايتي تري بريون كان سيونس مات هذه خدات بكالوريا في واحد ليكول ديليت هنا في المغرب ديال الدوله كانت ديك الساعه ديال الدوله المرجعيه مشات ما تقيدتها كانت باغا دير لا ميديسين سا با مارشي ما تقيدتش والو سكيفي صيفطها لتركيا ديال لاركتيكتور الوغ لاركتيكتور تقيدات كانت سي بايون باي 80,000 في العام وهذه سي با غاف المهم ان سيرتان طون كانت ما كانوا مرضات وخفات ما فاليداش كلشي ديفيسي ما بغاش ترجع بحال صافي دخلت في واحد لا كريز الى شوتي لو بوا ديالها الشعر ديالها تيطيح لها ولات الى بيردو لو بوا المهم جبناها فيها مود ديفيسيلمون باش جبناها صافي 3 زون حنا تندبزو درنا لها الحيله باش جبناها بالتالي ما بقاوش عندنا لي بابي وبقات تما فين دو كونت دابا ولات عرفتي صعيبه باش نهضروا معاها لا رياكسيون ديالها بدات تهز لو بوا ديال شويه ترجع لو بوا ديالها اللي انتيجون تهضر معاها ولكن عرفتي لا رياكسيون ديالها صعاب ما ديرها ديال المهم ما عرفتش كيفاش كنتعامل معها تو دوسمون كنحاول نجيريها نكوتشيها تو دوسمون هي كنتي باغ تقول ما فيها والو مي بارفوا كتلقى جالسه يكوت لا ميوزيك كونسونطرير بارفوا كتغني بوحدها وتهضر بوحدها tu vois tellement ديت عند ان بسيكياتر ريسامون غير بالعاني قلت لها على الشعر ديالها الا عندك لو ستريس بروفون يهضر معاك وهذه مي ما بحال اللي ما بقى فيها والو عطاها غير ستريزام صافي ورجع قالت لي انا كداز Bon, je pose la question parce que non, mais Mustapha, mais c'est nous qui vous remercions. Merci. C'est Mustapha parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que. Alors oui, je vais commencer par réagir par rapport au premier enfant dont vous avez parlé. Alors lui, il est peut-être en pleine stratégie d'adaptation parce que vous avez donné un élément qui est très important, c'est-à-dire que là, il est dans la période où il passe son baccalauréat, donc il essaie de trouver des stratégies pour adapter son comportement au quotidien. Et il y a beaucoup d'adolescents qui se mettent dans une bulle justement de s'isoler socialement pour mieux gérer leur stress. Et le risque, c'est quand l'isolement, il devient un retrait social durable. Oui. Sauf que là, ce que vous expliquez, c'est que finalement, il s'ouvre à une personne, oui. À 2 personnes visiblement. Donc il y a un ami avec lequel il a des renforcements identitaires évidents, puisque c'est quelqu'un du même âge que lui. Mais cet ami, ce que précise monsieur, c'est que... il est dans une phase de rébellion contre... Il est dans une phase de rébellion. Qu'est-ce qu'il en est de l'enfant initial dont on parle? Est-ce que, enfin cet adolescent initial dont on parle, est-ce que lui aussi a une sorte de faille? Est-ce que lui aussi, il a quelque chose où il se reconnaît dans le combat de son ami? Après, la deuxième chose, c'est un sujet qui est complètement différent, effectivement. Donc, il passe du temps avec une jeune femme avec qui il construit quelque chose, en tout cas à l'échelle de son âge. Et ça peut être une manière, effectivement, de pouvoir sortir de la bulle. Donc, il a trouvé un vecteur stable pour en sortir. Pour ce qu'il est de votre fille, là, le sujet, il est complètement différent. Je me demande si elle n'a pas connu ce qu'on appelle un renforcement précoce. Il y a des études qui l'ont montré, où... des enfants qui n'ont pas eu de difficultés pendant l'enfance, l'adolescence, le lycée, qui ont été d'ailleurs les plus populaires à l'école. Ou brillants. Voilà, où ils ont été brillants ou populaires socialement. Quand ils sont dans leur bulle, quand ils sortent de cette bulle-là, effectivement, il y a parfois la bourrasque qui frappe et à laquelle parfois il est difficile de s'adapter. On ne sait pas bien la réponse. Exactement, parce que les efforts qui sont demandés après le bac sont des efforts qui sont à plus long terme. Ils demandent de l'endurance, pas un sprint. Donc il y a quelque chose de différent où l'adaptation a peut-être été difficile pour elle. Je tiens à dire à monsieur qu'il peut vraiment être fier de lui par rapport à la manière dont il a géré, c'est-à-dire de la laisser effectivement prendre une voie, finalement elle prend une autre voie, ou Hedsid, Benlia, vraiment quoi qu'elle veuille faire. Et vraiment bravo pour le comportement qu'il a eu avec cette jeune. Oui, parce que quand on manœuvre, il faut être subtil. On peut être muni des meilleures intentions et dans le comportement, entre guillemets, les incarner, disons, de façon inopportune, c'est-à-dire observer que malgré la bonne intention, la façon de la transmettre, parfois elle braque, elle peut faire peut-être parfois des dégâts qu'on envisage
pas toujours, Riten Moubaraki. Et les dégâts principalement, ils sont autour de l'anxiété de performance. C'est-à-dire que cet enfant peut ressentir énormément d'anxiété, à se dire j'ai été à la hauteur à une époque, voilà l'image que j'ai donnée jusqu'à maintenant, et à cet enfant de vivre finalement le changement de la manière dont on le perçoit. Oui. Et ça n'est pas toujours évident. Moi, Oui. je trouve que ce qu'a fait monsieur est vraiment la meilleure manière de faire, c'est-à-dire l'accompagner, quelle que soit la voie qu'elle prend, tant qu'elle essaie de s'assurer un avenir, bien entendu. Oui, et parfois ce qui arrive, Riten Moubaraki, c'est que, disons, il y a un cadre, la scolarité est un cadre, et l'université est un cadre très différent. Ou suivre des études supérieures dans un autre pays, c'est un cadre très différent encore. C'est-à-dire qu'il faut assumer sa responsabilité de porter sa propre vie, de payer ses factures, de faire ses courses, et ainsi de suite. Et des fois, ce changement de cadre, il confronte la personne à d'autres problématiques, c'est-à-dire à des problématiques qui n'ont pas été quelque part prises en compte dans une vie précédente. Parce que jusqu'au Exactement. lycée, alors il s'agit de se réveiller, il y a des notes, il y a des examens, et ainsi de suite. Mais Et les puis d'un coup, responsabilités qui nous incombent sont minimes, effectivement, les pendant le responsabilités lycée. qui nous incombent sont infiniment minimes par rapport au cadre suivant. Ici, on n'accepte pas d'avoir failli. Mm. C'est entre guillemets un nœud qui se crée dans la vie. Alors pour le dénouer, le parent, il a les meilleures intentions et quelquefois c'est difficile. Parce que ce chemin-là, il incombe à la personne elle-même. C'est à la personne qui compte pour soi en tant que parent, mais c'est à la personne elle-même de le dénouer. Et parfois, effectivement, pour avancer sur ce chemin, il y a beaucoup d'obscurité. Mm. Beaucoup d'obscurité dans laquelle on n'a pas nécessairement envie de cheminer. Et là où je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des responsabilités qui sont différentes, mais ça peut changer d'un foyer à un autre. C'est-à-dire qu'il y a il y a des parents qui vont responsabiliser plus ou moins leurs parents. Je remets en Leurs plein enfants, milieu, oui. pardon, Oui. qui vont responsabiliser leurs enfants. Et je remets en plein milieu le sujet des normes de genre où peut-être que les filles vont être, et je ne suis pas nécessairement OK avec ce que je dis, mais ce sont les constructions sociales qui font tout ça. Les filles vont peut-être être un petit peu plus débrouillardes à la maison, les garçons un petit peu plus à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ça peut dépendre du cadre à la maison, cette histoire de responsabilité. Mais il y a quelque chose qui est incontestable, c'est le sujet de la structure. C'est-à-dire que nos vies ne sont plus structurées de la même manière. Les horaires ne sont plus fixes après le bac, en tout cas quand on est à l'université. Le contrôle régulier, notamment des devoirs, n'est plus le même. Les rappels, les surveillances, l'encadrement, et encore plus lorsque l'enfant part faire ses études à l'étranger et donc il se trouve loin de ses parents. Et des fois, il y a une difficulté à savoir ce qui s'est passé parce que, disons, le jeune adulte n'a pas envie de déchoir, d'être perçu négativement par ses parents. Donc, le dialogue, il est difficile de l'avoir en toute franchise et en toute sincérité avec ses propres parents parce que on n'a pas envie de les blesser, on n'a pas envie qu'ils soient tristes par notre faute, on n'a pas envie de partager un certain nombre d'éléments de ce parcours de vie, après, en dehors du cocon familial. Et au-delà de ça, ce qui plane sur nos têtes, c'est le fameux retour sur investissement, parce que c'est quand même très présent. C'est-à-dire que les parents peuvent parfois le faire des rappeler. sacrifices financiers, oui. Exactement, ils ont fait des sacrifices, et à l'enfant de ne pas vouloir décevoir ses parents et de vouloir être à la hauteur. Et souvent, quand on a du mal à exprimer une chose, on dit on a un nœud dans la gorge. On a un nœud dans la gorge, c'est-à-dire, oui. J'essaie de le faire passer avec de l'eau depuis tout à l'heure. Mais c'est ce qui s'établit parce que ça traduit la difficulté tout simplement à mettre la lumière sur ce qui s'est passé pour que ce soit digéré, tout simplement. Et effectivement, on a besoin des fois d'écoute, soit d'amis, soit de professionnels, Il faut que ça passe. Et malgré toute la bonne volonté, c'est plus difficile de partager ces éléments-là avec ses propres parents. D'où l'initiative peut-être judicieuse de Sim Stafa d'orienter de façon un peu subtile sa fille dans cette direction-là. De trouver effectivement quelqu'un qui va, entre guillemets, lui permettre d'absorber ou de partager ce qu'elle a pu avoir du mal à partager, même avec les personnes qui lui sont les plus proches. Qui lui sont les plus proches, mais qui
qui lui rappelle en fait finalement qu'elle dépend d'eux. Donc c'est pour ça que je trouve que son postulat est très juste parce qu'il la renvoie vers des personnes différentes. De toute façon, en psychologie, à cette période-là, on est dans une transition développementale, c'est-à-dire que l'étudiant il doit apprendre à s'auto-organiser, à s'auto-motiver ou du moins à se motiver avec des personnes extérieures au champ nucléaire de la famille. Oui. Et il doit gérer seul la pression. Et il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, qui renvoient à l'autorégulation Oui. et au fait de s'imposer des routines. C'est vraiment très, très important. Oui, les routines et les rituels. Alors, dans la vie d'avant le bac, réussir sa vie, c'est simplement parfois avoir un parcours scolaire sans, oui, sans échec flagrant. Et par la suite, réussir sa vie et mener sa barque après, c'est quelquefois beaucoup plus difficile parce que c'est choisir une direction à sa vie et être soi-même responsable de ce choix. On n'a pas toujours décidé, on ne décide pas d'aller à Pas l'école. toujours, c'est sûr. Et On dé- puis surtout sur les études supérieures, c'est-à-dire qu'on Oui. se retrouve souvent à 18 ans Mm. à devoir prendre une décision qui est très très lourde de conséquences, avec une Oui. pression énorme de se dire j'espère que je ne me trompe pas. Sachant qu'à cette période-là, 17, 18, 19 ans pour Mm. faire large, on est dans une période où il est tout à fait normal de se poser des questions, de ne pas être sûr de la voie qu'on prend. Oui. Donc ce n'est pas nécessairement évident. Évident. Alors souvent Et les parents... partager son angoisse avec ceux qui ont fait des sacrifices financiers, des sacrifices Oui, très lourds, c'est exact. extrêmement difficile. Oui. Oui, et ça influence de fait la décision et la voie que prennent les enfants. Mais la tolérance de monsieur a été vraiment super parce qu'il reconnaît que peut-être Faradan, elle s'est trompée de voie et pourquoi pas l'aider à retrouver de la stabilité là-dedans. En tout cas, je vous remercie, Simstafa. Alors, on a longuement discuté de cet aspect-là, mais il ne suffit pas de 2 heures, ni même de plusieurs heures, ni même de plusieurs séances pour aller au terme. Mais c'est un témoignage, c'est un témoignage qui est ce qu'il est. Je vous remercie pour ce partage et on reste Oui, bien merci entendu Mustafa. Et à Trak Salama. l'écoute, surtout aussi. Et on reste à l'écoute pour ceux également qui voudraient prendre la parole, des avis ou témoigner tout autant. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous nous intéressons à la relation parent-enfant, enfant-parent. Et on reste parfois tardivement l'enfant de ses parents. Mais parfois, on traîne cette identité-là très tardivement dans la vie, Ritel Moubarak. Est-ce qu'il est possible de faire le deuil de la reconnaissance de ses parents ? Alors, ça fera toujours partie de notre bagage d'adulte. Alors, soit, comme on l'évoquait tout à l'heure, on se construit en accord avec ce que nos parents nous ont apporté Oui, comme ils modèle. étaient enfants aussi, donc... Oui, c'est vrai. Soit on se construit bien sûr en opposition avec ce que nos parents nous ont inculqué, soit, et là on est sur l'option la plus équilibrée, soit on essaye de faire un mix des deux, c'est-à-dire d'être dans un mélange entre ce qui a été bon de ce que nos parents nous ont apporté et ce qui ne nous semble pas adapté. On peut bien sûr le rejeter ou le remodeler autrement. Maintenant, la manière dont nos parents nous ont vus, c'est ce qu'on appelle de la projection. Parce qu'ils se sont projetés aussi devant leur progéniture. Ils ont essayé de faire en sorte de reconnaître certaines des caractéristiques, en tout cas celles qui leur paraissent les plus qualitatives, pour pouvoir les transmettre à leurs enfants. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion aussi. C'est en fait la manière dont... en fait, pour expliquer l'expérience, il s'agit de professeurs qu'on a emmenés dans des écoles en leur disant que leur public, que la classe était constituée d'enfants surdoués. Et en fait, il s'avère que les professeurs avaient des exigences finalement plus fortes envers les enfants et les enfants donnaient de meilleurs résultats. Oui. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est quand même ce qui est mis en place par les parents en voulant des très très bons résultats. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, dans la mesure où nos attentes modifient notre comportement. Oui, l'enfant se construit par rapport au regard que portent sur lui ses propres parents. Et ce regard, entre guillemets,
peut le pousser, disons, vers le mieux ou vers le moins bien? Mm. D'une certaine manière, bon, sur les aspects sur lesquels on peut porter une appréciation objective, quand on joue une partition, quand on a des résultats à l'école. Pour autant, il y a un pli, et même effectivement cette empreinte, cette trace. Cela dit, si le regard qu'on porte sur soi est un regard de déception, on peut ou le traîner, ou s'en délester, ou s'en défaire. Pour s'en défaire, il faut toute une vie, quelquefois. Ritel Moubaraki, est-ce que c'est possible? Est-ce que la thérapie peut aider, entre guillemets, à cesser de porter cette exigence ou parfois cette nécessité de sentir sa valeur reconnue par ce regard-là, celui des parents? Oui. Ritel Moubaraki. Oui, en fait, on peut essayer de se construire, bien sûr, d'une manière beaucoup plus autonome. Et ça se fait à travers la voie professionnelle qu'on prend, à travers la voie sociale qu'on prend, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, et l'auto-observation qu'on a de soi. La thérapie peut énormément aider. Et il y a autre chose qui aide, parce que là, ce que tu viens d'évoquer, c'est quelque chose, finalement, une vision assez chaotique de nos de nos existences, effectivement, avec ce que nos parents nous ont apporté, ce qu'on rejette, ce qu'on a envie de garder, etc. Et tout ça, ça peut être notamment travaillé à travers le fait d'écrire, parfois de mettre en ordre pour avoir, établir en tout cas une distance émotionnelle par rapport à ce qu'on vit et avoir au moins une illusion de vécu plus stable. Oui, donc l'écriture, peut-être, mais quelquefois, disons, c'est quelque chose de comme un poids, comme un effet, une force qui s'exerce sur soi. D'être en quête de cette reconnaissance, Ritel Moubaraki, ou d'être en quête de ce regard de validation. Alors, je peux le rejeter ou je peux y répondre. Est-ce que je peux, disons, l'effacer? Est-ce que c'est une possibilité qui existe Oui, dans la pratique? oui. Après, à travers l'effacement, moi, je mettrais quand même un petit point de vigilance parce que en l'effaçant du point de vue des parents, parfois, ça En peut. rond le lien. Ce n'est pas seulement ça, c'est surtout qu'on peut transférer ce besoin de validation au travail ou avec les amis. Ah. Donc c'est vraiment une possibilité, ça arrive beaucoup, des personnes qui sont en burn-out, en anxiété de performance au travail, et donc qui n'ont pas nécessairement résolu le problème, mais qui l'ont juste transféré, déplacé sur une autre surface. Après, se distancier de la pression des parents, c'est pas nécessairement les rejeter, mais c'est juste opérer à une sorte d'individuation et de devenir soi, tout en restant en lien. Et c'est quelque chose qui est complètement possible. Oui. Alors, il y a une période qui est particulièrement difficile et que traversent toutes les relations parents-enfants. C'est le moment de l'adolescence. On ne s'y est pas attardé parce que c'est le moment où effectivement il y a un rejet, il y a un non, il y a un besoin d'affirmation. D'ailleurs, émancipation, ça veut dire enlever la main du père. Émancipium. Et donc, par nécessité, ça ne se fait pas sans friction parce que c'est perçu comme étant une volonté parfois de couper le lien ou d'exister par soi, qui s'exprime parfois, et même très souvent, d'une façon brutale. Ritel Moubaraki, les parents, beaucoup, se posent la question de savoir comment y réagir. Oui, et cette façon brutale, elle est presque impossible à éviter, hein. C'est-à-dire que cette situation où les adolescents veulent incarner leur propre histoire peut souvent être brutale. Qu'est-ce qui n'est pas brutal en même temps dans nos existences et dans ce qui nous permet de faire de grandes choses? La naissance est une des choses les plus brutales qui arrivent dans le corps du bébé, dans le corps de la maman, dans le conscient du papa. Ou quel que soit le type de famille, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un énorme changement. Après l'adolescence, ce besoin d'individuation, il est normal, et il faut garder en tête aussi que l'adolescent, à ce moment-là, il n'est pas en train de devenir ingrat. C'est souvent la manière dont ça peut être. C'est perçu comme une trahison, c'est-à-dire à un moment il y a le refus de ce qu'on essaie de lui transmettre. C'est perçu comme étant le refus de sa propre autorité, le refus de sa propre façon d'être. Oui. Alors qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est de devenir lui-même. C'est surtout ça qu'il est en train de faire. Et sur le plan psychologique, l'adolescent, il traverse deux choses en même temps. Un besoin fort d'autonomie, et la deuxième chose, c'est un besoin fort de sécurité affective.
Je reviens à l'appel de tout à l'heure, Oui, où, c'est Mustapha, ouais. avec Sim Stafa qui expliquait que cet adolescent qui s'isole socialement pour se concentrer sur son baccalauréat, en même temps a une Un petite ami copine à privilégié, une petite côté copine. Ouais. et un ami privilégié. Et ça, ce sont des comportements qui répondent à ce besoin fort de sécurité affective. Oui, 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 et le besoin de sécurité des parents, c'est d'essayer oui, de baliser le chemin, c'est-à-dire de d'éviter contrôler. oui, mais même Ah oui, d'éviter oui, que les itinéraires soient percutés, parce qu'une relation n'est jamais sans risque. mm. Une fréquentation n'est jamais sans risque non Et plus. n'est jamais sans influence, surtout. Sans influence, donc sans risque. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Après, Enfin, oui. ce besoin de finalement éviter ces risques à l'adolescence sont complètement entendables. Et l'idée, c'est pas du tout de diaboliser les parents, mais de garder en tête que plus on met des limites rigides, plus on fait appel à la réactance psychologique. Hmm. Cette réactance, finalement, c'est Oui. quand on se sent contrôlé, on fait l'inverse pour reprendre le pouvoir. Et c'est ce que beaucoup de parents voient chez leur Oui, adolescent. oui, bah, il n'est rien qui n'ait de l'influence sur soi. La Oui. musique en fait partie. Eid al-Mubarak, nous allons en profiter avec ceux qui nous écoutent et j'enjoins bien entendu les auditeurs qui voudraient prendre la parole ou témoigner à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Eid al-Mubaraki et nous entreprenons cette dernière séquence d'émission ce matin que nous consacrons à la relation parent-enfant qui est impossible de résumer en une émission ni même en une vie parce qu'il y a tellement de modèles différents, tellement de facettes à explorer. Et effectivement, lorsque dans la psychologie, d'une certaine manière, ce sont les pathologies qui surgissent et qu'on essaie d'apaiser. Alors, quand on essaie d'apaiser, entre guillemets, des tensions, les plus récurrentes par les temps qui courent, on dit trouble de l'attention. On parle parfois, effectivement, de la violence qui surgit en dehors du cadre familial. Qu'est-ce que ça consiste à faire quoi quand on essaie d'apaiser ou, entre guillemets, de mettre de la fluidité dans ce qui surgit de façon, entre guillemets, éclatante, négativement parlant, Rital Moubaraki. Quand on a un patient et que c'est un enfant, bah, on va essayer de déceler les raisons et on ne s'exprime pas avec un enfant de la même manière qu'on s'exprime face à un adulte. Et quelquefois, la réponse se trouve dans cette relation entre le parent et l'enfant. Alors, il y a des réalités de solutions qui sont applicables à différents âges, Oui. notamment le fait de passer de l'hishoma à la responsabilité. C'est-à-dire, on peut garder nos valeurs familiales notamment, mais en changeant le moteur. Moins la honte, plus la responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer une cohérence familiale. C'est-à-dire que les parents décident des règles et les autres soutiennent. Je parle notamment de la famille élargie dont on Ah, parlait tout à l'heure. oui, qui a toujours un commentaire, un mot à dire, une critique à faire Des entendre. conseils, Oui. et les conseils devant les enfants, c'est les conseils aux parents devant les enfants, c'est rarement une Bah, bonne idée parce que ça décrédibilise c'est une façon parfois. de miner leur autorité, ça Ouais, c'est ouais, certain. ouais, ça leur donne l'impression d'avoir, en tout cas que la légitimité est menacée Ah ben devant oui, leurs les enfants. enfants voient que leurs parents sont eux-mêmes les Et ils enfants voient d'autres. tout. Et ils voient tout. C'est-à-dire que souvent on minimise leur qualité d'observation, mais ils sont quand même capables De tout de comprendre absorber. beaucoup de choses. Ah oui, oui. Ensuite, il y a le fait de réintroduire du lien, c'est-à-dire que c'est important de se dire que la douceur n'est pas l'absence d'autorité, la douceur c'est une autorité stable. Ensuite, il y a, et ça c'est très très pratique, ce que je suis sur le point de dire, deux grands piliers, sommeil, école, qui sont quand même importants. C'est-à-dire que si vous ne savez pas par où commencer, commencez par protéger le sommeil et par stabiliser la routine scolaire. Ça peut Oui. être quelque chose de très Oui. bien. En dernier, on peut évoquer le contrat familial. C'est pas toujours évident de le faire, mais c'est quand même Oui. super pour les ados. Surtout que c'est quelquefois un cadre tacite qui est rarement verbalisé. Exactement, exactement. Et en fait, ça peut consister à se dire pas de téléphone pendant les repas. Je pense que ça paraît quand même assez adapté. Le téléphone hors de la chambre après 22 heures, c'est parfois possible, parfois beaucoup plus compliqué pour les parents, qu'il ne s'agit pas de diaboliser, bien sûr. Ensuite, TikTok, on peut se dire, ben voilà, c'est 1 heure max, 1h30. Bon, là, je suis en train de parler de ce qui peut se dire pour les adolescents. Finalement, on explique la logique, on n'explique pas seulement la sanction. C'est vraiment important. Après, pour les parents qui se sentent plus à l'aise pour le faire, il peut aussi s'agir de co-réguler. C'est-à-dire de faire participer l'adolescent
pour que lui aussi se sente souverain vis-à-vis de son quotidien, aux parents de proposer une solution en sachant parfaitement qu'il va y avoir une marge de négociation et de laisser l'enfant déborder un peu plus, mais en tout cas sur ce contrat qui est fait à la maison entre l'enfant et le parent. Donc il Oui. s'agit finalement de négociation de cadre, d'autonomie progressive, de comportement ou de contrat comportemental. Oui, mais ça, effectivement, c'est par rapport au cadre qui peut être établi. Cela dit, lorsque on s'adresse à un enfant dans la thérapie, on fait des comptes rendus quelquefois aux parents. Et comment on les implique, on les associe? Alors, en les invitant à venir avec l'autorisation de l'enfant, ça se passe quand même souvent très bien. L'enfant autorise la plupart du temps. Pour ce qu'il s'agit de la transmission qui est faite aux parents, on parle surtout des informations préoccupantes et c'est le cas pour beaucoup de professionnels, heureusement, des clés, des solutions que l'on peut trouver, des solutions qui sont applicables par les parents pour pouvoir améliorer la situation. Ces conseils-là, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les donner devant les enfants, ou en tout cas de les formuler de manière à ce que le parent ne soit pas infantilisé dans sa position. C'est vraiment important. On parlait du débordement. Il y en a un qui nous est interdit, celui d'empiéter sur le temps d'antenne des collègues. Alors c'est l'heure des actualités, ils nous sont présentés un journal d'information en langue arabe et on se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.